Merci bien pour la parole. Je vais être un peu scotché dans mes notes parce que la manière dont le sujet m'a été donné, c'est avec une approche scientifique où il vous faut définir les concepts, faire un état des lieux, présenter des modèles et conclure en présentant quelles peuvent être les perspectives. Alors pour cela, j'ai dû collecter un certain nombre de données que je vais vous transmettre. Les définitions que je vais vous donner, il y en a une que j'ai faite de moi-même parce qu'il faut comprendre les choses par soi-même aussi. Mais je prendrai les premières définitions que j'ai pu obtenir de l'OCDE, qui est une grande organisation européenne, qui définit la notion de local content. En fait, pour nous, il ne s'agit pas de réinventer la roue. J'ai l'impression même que la plupart des pays africains, pour être un peu plus généraliste, mais je dirais mieux, le Congo est un peu naïf. Le Congo sait qu'il détient des potentialités importantes dans le domaine économique, dans le domaine des ressources naturelles, dans différents autres domaines, mais le Congo a du mal à copier ce qui réussit ailleurs. Et comme vous allez le constater au fil de mon développement, qu'il existe même des textes de loi, mais sans aucune pertinence et qui ne sont d'aucune utilité en vérité. Définissons ce qu'est le local content, qui est en fait un terme anglais qui veut simplement dire le contenu local. L'OCDE définit le local content comme le schéma ou une politique gouvernementale qui requiert aux industriels, aux producteurs des produits spécifiques, d'obtenir localement un pourcentage minimal de leurs intrants. Il y a une autre définition qui est donnée, c'est celle de concevoir le local content comme le développement des compétences locales, le transfert des technologies, l'utilisation de la main-d'œuvre, des services, des prestations, de la production locale qui est exigée aux investisseurs qui opèrent dans une juridiction donnée. Alors, de toutes ces différentes notions, moi, je définis simplement le local content comme un ensemble d'exigences et mécanismes juridiques, on en a parlé, imposant à des proportions différentes, le recours aux produits, aux services, aux compétences, aux entreprises, à la participation nationale dans la chaîne de valeur de l'économie nationale ou dans un secteur économique donné. Je vous laisserai les notes, je lirai entre-temps. En fait, cela repose sur une réflexion très simple. L'on part de ce que l'on sait qu'on a pour finir par obtenir ce que l'on n'a pas avec le concours des autres. J'ai entendu Didier dire qu'aucun pays n'a été développé par les investissements étrangers directs, mais ça apporte des sommes colossales dont on ne peut se passer. Il faut savoir simplement comment capter cela et réorienter cela au profit du renforcement de l'économie locale. Donc le local content, quoique une notion économique, est une notion juridique. On ne peut pas la considérer en dehors des aspects juridiques. Et vous verrez un peu plus loin que, je respecte nos parlementaires, il y en a un qui est dans la salle, mais ils sont un peu lourds dans la manière de faire. Nous allons voir les exemples. En fait, lorsque j'analyse la notion de local content, je la décline en 4 axes. La formation et le renforcement de capacités. Pourquoi ? Parce que tout investisseur censé qui veut recourir à une prestation s'attend à recevoir le meilleur service. Mais si les gens ne sont pas formés, même si vous le contraignez à recourir à un service, en fait, vous piégez son business. Il faut qu'on parte de la formation. Ensuite, il y a la protection de la main-d'œuvre, le transfert de compétences et de technologies. On verra les cas qu'il y a dans les modèles que je vais exposer. Et la promotion de l'utilisation des biens, équipements, services, produits localement. Comme ça, on crée un tissu industriel.
OK? Et enfin, le renforcement économique local ou national. Ce sont les 4 axes dans lesquels je décline ce mécanisme économique pour un développement durable, qui a été utilisé à travers le monde. Il m'a été demandé de présenter la définition, de ensuite faire un état des lieux, de voir les modèles et les perspectives. J'ai renversé simplement. Je vous ai présenté la définition. Au lieu de faire un état des lieux, il est bon que vous voyiez en quoi consistent les modèles de local content. Et ensuite, là, on pourra faire un état des lieux local et enfin conclure par une sorte de perspective sur la question. Les modèles, il en existe partout. Un article que j'avais étudié révélait que toutes les nations européennes, américaines, actuellement un peu plus africaines, ont recouru à ce mécanisme de local content requirements, exigence de contenu local, pour créer, renforcer et soutenir leur économie nationale, locale, selon les contextes. Et lorsqu'on parle de modèles, il y a des modèles restreints qui continuent d'ailleurs, même dans certaines nations qui sont membres de l'Organisation mondiale pour le commerce, où il y a beaucoup de restrictions par rapport à ces questions. Seulement là où il y a des subventions, mais ici on ne peut pas espérer des subventions à proprement parler, donc on n'a pas à craindre, ok? Mais il y a un modèle aussi que je considère un peu plus global. Et vous allez, selon les cas que je vais énoncer, les classer soit dans des modèles restreints, ponctuels, ou les modèles un peu plus globaux ou pérennes. Je prends les USA. La loi du local content oblige à ce que 90% des composants d'un véhicule produit aux États-Unis soient fabriqués aux USA, virgule, sous peine de sanctions. OK? Le Brésil, à l'horizon 2017, a prévu que 95% de la chaîne d'approvisionnement pétrolière, en dépit de la chute de cours qui va reprendre, ça fait du zigzag, 95% de la chaîne d'approvisionnement doit être locale. Le Kazakhstan, depuis 2012, oui, les opérateurs pétroliers, notamment, sont tenus de s'approvisionner à 50% en biens, équipements et services auprès des acteurs locaux. Les politiques d'investissement du Kazakhstan se basent de plus en plus sur des exigences de contenu local pour les marchandises, les services et la main-d'œuvre. Je prends le cas de l'Inde. L'Inde, récemment, 2014, dans le cadre du développement de son parc d'énergie solaire, ils ont un programme qui doit être conclu en 2022, où ils doivent mettre des panneaux photovoltaïques pour capter près de 100 mégawatts. Ils ont prévu cette même politique, 2014. OK? Parce qu'ils savent qu'il y a une concurrence. Ils n'ont pas le même niveau, ni de compétences, ni de technicité avec certaines nations. Alors, ils imposent des exigences de contenu local. J'avais un cas du Canada que j'ai perdu dans mes notes. Je crois qu'il s'agit d'une province où ils doivent développer des projets d'éolien et où on a imposé le recours aux entreprises locales à un pourcentage donné. Je prends le cas de la Chine. Dans un certain nombre de secteurs, la Chine a imposé des exigences en ce qui concerne le contenu local, par le biais des mesures législatives, notamment au travers des autorisations d'investissement. Lorsque vous voulez investir en Chine, vous avez un investissement important. Au préalable, il vous faut obtenir des autorisations. Et ces autorisations sont assujetties à des contraintes auxquelles vous devez vous conformer, à des exigences. La Chine a obtenu, et vous le suivez aux infos, à l'occasion de la commande d'une dizaine d'avions Airbus, A320, A330 Neo, l'obligation d'assemblage
sur son territoire. C'est la zone franche de Tizen, j'ai probablement mal prononcé, mais ils l'ont obtenu. Et ça fait que les mois passés, ils ont produit leur premier appareil, leur premier aéronef. Parce qu'ils sont partis de ce qu'ils avaient, ils avaient la capacité d'acheter, mais ils ont imposé les conditions en disant, nous achetons chez vous, mais vous montez chez nous. Et nous créons de l'emploi pour nous-mêmes. Nous consommons localement, nous vous avons payé, mais vous achetez aussi chez nous. Et enfin, nous allons acquérir cette technologie. Il y a le cas du Niger, il y a le cas du Ghana. Le Ghana, la politique de local content existait simplement dans le secteur du pétrole, mais le monde des affaires, ce qu'ils appellent Association de l'industrie ghanéenne, un peu la FEC ghanéenne, est en train de militer pour étendre cette politique dans d'autres secteurs. En fait, si vous comprenez bien, le local content, c'est un moyen de renverser le levier de contrôle économique ou d'équilibrer les choses, parce qu'il y a une situation qui est déséquilibrée. Okay? Et le BI est en fait un programme racial sélectif, on n'a pas trop ce problème, lancé par le gouvernement sud-africain en vue de corriger les inégalités de l'apartheid en donnant à certains groupes précédemment défavorisés, les Noirs, les Métis, les Indiens, les Chinois qui sont arrivés avant 1994 notamment, des citoyens sud-africains privilégiés économiquement précédemment, pas de disponibilité pour eux. Ils favorisent tous les groupes qui ont été défavorisés. Le développement des compétences, la propriété, la gestion, le développement socio-économique. Et je travaillais un peu sur l'axe Afrique du Sud depuis quelques années, c'était bien longtemps après l'apartheid. Mais je me suis rendu compte à un moment que dans les bureaux, ils étaient obligés d'engager du personnel noir, même pour faire le café, et ça se constatait. Et puis après, c'est allé à un autre niveau. Donc c'était une obligation. Ils avaient des directeurs de ressources humaines, ils en avaient. Bref, cette politique tend à redresser et à équilibrer les choses. Le cas qui m'intéresse le plus, c'est le cas de l'Angola, parce que c'est un pays voisin, et on peut facilement se comparer à l'Angola. Okay? En Angola, le local content vise à protéger le marché intérieur pour les produits et services relatifs à l'industrie du pétrole, du gaz, et ils ont comme argument principal en disant que leur industrie est trop faible, elle est encore infantile, elle doit être protégée. Et comment la protéger? En prenant des mécanismes juridiques pour la favoriser ou lui permettre d'être compétitif à certains égards. Les règles du local content visent globalement à promouvoir l'emploi ou l'embauche des Angolais, la propriété des entreprises par les Angolais, l'industrie, la production et les services angolais. Quelques illustrations qui vont nous édifier. D'abord, en matière d'investissement, l'évaluation obligatoire de l'impact sur l'économie et la création de l'emploi. Loi 20/11 sur l'investissement privé. Le recours obligatoire au système bancaire local. La loi 02/12 relative au régime de change pour le secteur pétrolier. La préférence des sociétés locales pour l'octroi des concessions. Loi 14/03 sur la promotion des affaires des sociétés locales privées. Tout passe par des lois. Les parlementaires là-bas, ils bossent. J'ai rien dit. Ici aussi, on bosse. 3 régimes de concurrence commerciale. Il y a des activités ouvertes à tous les opérateurs. Il y a des activités exclusives aux sociétés angolaises. Et il y a des activités revenant aux joint ventures ou la co-entreprise. C'est ce qu'ils ont établi. Décret 127/03 et 48/06 sur la sous-traitance des sociétés locales dans l'industrie pétrolière. Il y a la préférence pour les fournisseurs locaux, suivez-moi très bien, jusqu'à 10% plus cher. Or, ici, quand nous allons commencer à faire l'état des lieux, vous verrez que c'est le terme employé à compétence égale, à prix égal, c'est impossible, on ne produit rien ici, on n'a plus d'industrie, comment on va compétir avec le chinois?
et offrir le même prix. Ce n'est pas possible. Il y a l'exemption des équipements de formation. Et pour ça, il y a une loi 11/04 sur la douane des activités pétrolières. La déductibilité de la taxe de 0,5% de l'enveloppe salariale pour la formation et le développement des ressources humaines. Il semble qu'il y ait un constat en Angola. Tous les jeunes parlent français, ils parlent anglais et ils parlent portugais parce qu'ils ont bénéficié des bourses de formation. Et ils peuvent compétir maintenant. Il y a le décret 20/82 et la loi 17/09 relatif à l'embauche et à la formation obligatoire des citoyens angolais. Donc, vous avez plus ou moins une idée de ce que sont les différents modèles de local content. Il faut comprendre que le local content en lui-même, il n'est ni uniforme, ni universel. Il est conjecturel. Il procède du besoin du milieu. On fait une évaluation, on constate ses faiblesses et on voit comment le redresser. Allons-y à notre état des lieux. En fait, il s'agit ici de répondre à la question de savoir s'il existe une politique de local content. Je n'y répondrai pas, chacun donnera sa réponse, comme par vote, par bulletin secret. Mais je ferai un état des lieux très objectif. En parcourant certains textes, il y a eu plusieurs réformes depuis l'année 2000. Il y a eu la réforme minière, la réforme forestière, il y a récemment la réforme des assurances, il y a la loi sur les hydrocarbures. Ces différents textes contiennent quelques dispositions. Mais d'emblée, je les juge utopiques. On va les analyser ensemble. Premièrement, le Code des investissements. Article 8, article 31. Être une entité économique de droit congolais, ce qui oblige tout investisseur à s'immatriculer, à s'incorporer au Congo, c'est une bonne chose. S'engager à former le personnel national aux fonctions techniques spécialisées et aux fonctions d'encadrement et de responsabilité. En fait, les sociétés qui peuvent bénéficier du Code des investissements sont assujetties à cela. Assurer la formation du personnel conformément au programme arrêté. Okay? Donc, la loi existe. Mais qu'est-ce qu'il en est concrètement en pratique? Je parle de la loi, le code agricole qu'a évoqué l'administrateur délégué Bonongué. Il pose problème. En fait, il établit simplement dans son article 19 que la majorité, d'abord les concessions ne peuvent être accordées qu'aux entités, personnes morales ou aux personnes physiques de droit congolais détenant la majorité. Ça veut dire sur 100% pour détenir la majorité, c'est 51. Et ça pose un problème quand on sait comment est constitué l'investissement agricole. J'ai l'impression que nous sommes restés trop longtemps dans la politique de la chasse et de la cueillette, de la vente du diamant et de l'or, où on creuse et on vend, et on ne s'adapte pas aux réalités du monde des affaires. Je prends le code minier. L'article 104 prévoit que dans une PEPM, permis d'exploitation de la petite mine, les mines les moins intéressantes, 25% quand il s'agit d'une société soit détenue par des Congolais, mais dans les investissements qui sont recensés à la primature et ailleurs, il ne s'agit pas de ces investissements orientés vers les PEPM. Il s'agit des investissements orientés vers les permis de recherche et ensuite vers les permis d'exploitation. Et on n'a rien prévu à proprement parler. Il y a une disposition pour garantir les investisseurs. Il faut dire, en fait, il faut que le monde des affaires bouge pour faire bouger le monde politique. Voyez-vous, nous avons des lois de 2002, on ne doit pas attendre 2010, 2015 ou 2020 pour les modifier. On les vote, on les évalue et on essaye de les réaménager pour voir s'ils atteignent les objectifs qu'on s'est assignés. Je vais vous lire une disposition. Article 273, littéra F, il énonce au profit des entreprises minières la garantie suivante: la liberté d'importer des biens et services, ainsi que les fonds nécessaires aux activités, sous réserve de donner priorité aux entreprises congolaises, ça sonne bien, pour tout contrat en relation avec les projets miniers, écoutez la suite, à des conditions équivalentes en termes de quantité, qualité, prix
et délai de livraison et paiement. Dites-moi, concrètement. Inopérante, cette disposition. Parce que vous n'allez jamais, vous ne fabriquez pas de machine, et même pas la grue. Vous importez tout. Vous allez compétir avec qui dans ces conditions-là? La loi sur les télécoms, elle prévoit 30% d'actionnariat local, avec 5% qui appartient au personnel. Mais bon, il y a beaucoup de missions parlementaires. Vérifiez un peu si ça se fait comme ça. Il y a la législation sur les hydrocarbures, qui est beaucoup plus récente, qui date de juillet, qui a été publiée en juillet. Elle est bien plus éloquente. Elle dit ceci dans son article 5. Les activités d'hydrocarbures en amont et en aval sont exercées dans le respect des objectifs et principes ci-après. Suivez. Le développement des compétences nationales, le transfert de technologies aux nationaux, la promotion professionnelle des nationaux et de l'expertise locale, le développement des entreprises locales. Si on s'arrête là, le tableau il est très beau. Mais quand on va plus loin, vous allez vous rendre compte que on peut même s'interroger sur les rédacteurs. S'il y a une consultation suffisante des gens du domaine pour comprendre et connaître des réalités qui se passent dans ces secteurs. Article 6. L'État prend toutes les mesures nécessaires en vue d'encourager la participation des nationaux aux activités d'hydrocarbures. Point. Premier alinéa. L'emploi des nationaux est privilégié à compétences égales sur les étrangers. Quelles sont les compétences égales que nous avons dans ce secteur quand nous n'avons pas formé les gens pendant autant d'années? Article 7. La priorité est accordée aux entreprises locales, une bonne chose, dans le cadre de la sous-traitance, à qualité technique et conditions commerciales égales. Qu'est-ce qu'on veut dire? À qualité technique et conditions commerciales égales. On est sérieux. Mais c'est une loi, hein, elle est promulguée, ça va. Enfin, là, des Bonongué en a parlé. Le secteur des assurances. J'ai lu la loi à la demande d'un client qui voulait comprendre comment les choses vont se passer. Et je me suis rendu compte, les assurances, il y a les assurances parce que les risques peuvent être couverts. Et il y a un saving important. OK? Si on devrait assurer la respiration, aucune société n'existerait. On assure des risques qui peuvent être contrôlés après des calculs mathématiques et autres, et il y a une grosse partie d'argent qui reste, que l'on doit réinjecter dans un marché financier qui n'existe pas. Nous avons eu à un moment un marché financier ici qui était la bourse des valeurs, des matières précieuses, là où se trouve la CENI actuellement, mais elle n'a pas survécu parce que je ne crois pas qu'elle a été faite de manière experte. Rien, absolument rien n'est prévu dans le code des assurances en faveur du local content. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Perspective. En fait, Félix l'a dit, depuis peu, vous avez remarqué, en 2013, le président en a parlé, le besoin de renforcer une classe moyenne, l'économie locale, c'est-à-dire les entreprises congolaises qui ne sont pas forcément constituées que des autochtones. Okay? Il faut que ces entreprises soient renforcées. On en parle. Mais je ne crois pas qu'il appartient aux politiques de faire des vœux. Ils doivent décider des policiers, des politiques qu'ils veulent voir exécuter pour obtenir certains résultats. Ces discours nous montrent que nous allons dans une certaine direction. Le Premier ministre, il en parle, le ministre des Finances en parle, le ministre des PME. En fait, le gouvernement prend conscience. Mais au-delà de cette prise de conscience, il faut aller dans des actions on ne peut plus concrètes. J'ai parlé des dispositions légales qui existent, mais elles sont toutes utopiques, vous vous êtes bien rendu compte. Elles sont là, mais elles ne peuvent pas opérer et elles ne peuvent pas produire le changement que vous, entrepreneurs, attendez. La société civile et les partenaires bi- ou multilatéraux, lorsque l'on a commencé au Katanga avec la sous-traitance, okay, qui n'est qu'un aspect du local content, les choses ont commencé à se mouvoir. Mais les privés ne peuvent pas faire les choses par eux-mêmes.
il faut un cadre institutionnel, il faut des lois. L'investisseur qui vient, j'ai parcouru certains de mes documents. En 2010, on vous posait la question de savoir, est-ce que vous avez une politique un peu comme le BIE en Afrique du Sud? Je répondais, non. En 2015, on me propose la même question par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez une politique de renforcement économique local? Parce que l'investisseur qui vient doit avoir un cadre défini, comprendre les règles de jeu au départ. Le but de l'investisseur, c'est de mettre son argent et de générer des bénéfices. Peu importe si on lui impose d'avoir des partenaires locaux. Si on lui impose la co-entreprise, si on lui impose de s'approvisionner localement, si on lui impose d'engager du personnel local, pourvu qu'il puisse faire son bénéfice et que le cadre des affaires soit stable. J'ai examiné à l'époque, et même le projet de loi qu'il y a sur l'entrepreneur local. Je crois qu'il faille qu'on le renforce pour qu'il contienne vraiment tous les aspects du local content. Maître, je vais être obligé je suis en train de vous interrompre. Ne m'interrompez pas parce que j'ai fini. De vous obliger à conclure. Il est important aujourd'hui que l'on réfléchisse concrètement. On va continuer comme ça jusqu'à quand? Moi, je ne suis pas entrepreneur comme vous. Enfin, dans un certain sens, j'ai mon petit cabinet d'avocat. Je vous attends. Mais vous ne venez pas, pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'affaires. Et ça complique tout. Ce qui fait que je réfléchis pour vous. Pour trouver des solutions. Donc, il y a lieu que le gouvernement prenne des dispositions bien pondérées, réalistes, efficaces, évaluables. La main-d'œuvre locale, elle est protégée. Il y a plusieurs dispositions de loi, mais rien n'est suivi. Ce sont des lettres mortes. Faisons une évaluation et essayons de faire avancer les choses au profit de tout le monde. J'ai dit, je vous remercie. Merci, Maître Malingo.